comme on fait l'enregistrement vidéo, Ah, en fait, il faut rester là et pas trop se déplacer. faut pas que je me balade. Voilà. Bon. Bonjour. Vous voulez. Vous allez prendre le micro après. Ah bon? C'était pas prévu. Oui, voilà. Ici, le petit bouton pour avancer et là, c'est pour reculer, mais il faut appuyer bien fort. Et consigne pour la prise de parole, restez bien vers le pupitre parce que comme on a la captation vidéo, si vous vous décalez, en fait, on vous voit pas. Et Sabrina, on a des gens. Ils sont présents? On leur a ouvert? En visio? On leur a ouvert? Oui, oui, en live streaming, oui, ça y est, je vais juste vérifier, on avait devant nous. Vous voulez qu'on fasse pour vous? Non, c'est sûr. Moi, j'en ai pas besoin, moi. Ah. On va attaquer. Bien. Mes sœurs, mesdames, messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir tant en présentiel que de façon virtuelle pour cette réunion d'information sur la marche d'Itinova, dans la foulée de notre Assemblée générale statutaire, venant tout juste d'approuver le rapport d'activité et le rapport financier 2021 que nous tenons à partager aujourd'hui avec vous. Nous renouons ainsi avec un mode de communication que nous avions mis en place tout naturellement à l'époque en présentiel, juste avant l'apparition du Covid. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'intérêt que vous manifestez à l'égard de notre association. C'est un encouragement et je vous en remercie. Je suis tout particulièrement heureux de pouvoir partager ce moment avec vous, toutes les personnes présentes dans cet amphithéâtre, en espérant que nous n'aurons plus à connaître la période d'isolement que nous avons dû pratiquer et subir du fait des risques de propagation de la pandémie. Et puisque j'évoque ce sujet, qu'il me soit permis de rendre ici hommage à l'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs qui ont su, avec un grand sens des responsabilités, avec bravoure et détermination, redoubler d'efforts en 2021 pour faire face à l'évolution de cette épidémie qui s'est développée sans commune mesure sur ce dernier exercice sous forme de vagues successives
dans la quasi-totalité de nos établissements. Toutes et tous ont su par leur dévouement, leur implication et leur engagement démontrer leur capacité d'investissement au service de la personne, de la mission qui est la nôtre, dans le respect des valeurs fondatrices de notre association. L'attention portée aux personnes accueillies, la solidarité face aux situations de tension et de manque de personnel, et la bienveillance auprès des personnes accueillies, leurs accompagnants et leurs familles. Bien que cette crise sanitaire semble avoir laissé derrière elle de nombreux défis à relever, nous n'avons pas désarmé et elle nous aura permis de démontrer, grâce aux femmes et aux hommes, bénévoles et salariés qui œuvrent au sein d'Itinova, notre formidable capacité d'adaptation et d'innovation avec le lancement, le suivi et la promotion de nombreuses actions en 2021, telles que celles que vous allez découvrir dans la présentation qui va vous en être faite. Mais auparavant, et comme vous l'avez compris, il n'y a, selon le dicton que s'est totalement approprié notre organisme, de richesse que d'hommes. Je voudrais dès à présent vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, notre nouveau directeur général, en la personne de Tanguy Goutenoir. Ancien directeur administratif et financier d'Itinova, dont il connaît tous les rouages, il possède, outre les compétences techniques que nous lui connaissons, les valeurs humaines, spirituelles et managériales que nous pouvions souhaiter d'une personne placée à un tel poste. J'espère que nous ne serons pas déçus avec ce que je viens de dire. Bon. Il a un costume sur mesure, vous avez vu? Je l'attends connu. Bon. Nous le remercions d'avoir accepté la mission que nous entendions lui confier, comme nous tenons également à remercier Thierry Esmiller, son prédécesseur, qui nous a accompagnés durant 6 bonnes années dans les évolutions importantes que nous avons su réaliser pour la constitution du groupe que nous représentons aujourd'hui et qui a tout simplement voulu profiter d'une réelle opportunité dans une évolution de carrière déjà bien remplie. Empiétant sur l'année en cours, avec l'annonce de la prise de fonction de notre nouveau directeur général en mai dernier, je voudrais souligner le fait que son arrivée, s'accompagnant du renouvellement de la quasi-totalité des membres de son comité de direction, traduit de façon hautement symbolique la volonté de notre conseil d'administration de renouveler les pratiques de notre association, tant dans les propres instances statutaires de notre conseil d'administration et de notre bureau, que dans celles de nos instances dirigeantes. Cette volonté s'est notamment exprimée au cours d'un séminaire de réflexion entre membres de notre conseil d'administration, à l'issue duquel nous avons pu partager avec notre direction générale un document d'orientation pour les années à venir que nous souhaitons enrichir tout prochainement en y intégrant les propositions pertinentes pouvant émaner des collaborateurs d'Itinova pour arrêter dans les meilleurs délais un projet stratégique à 3 ans, tout à la fois ambitieux et réaliste, qui nous permettra de conforter, bien évidemment, au premier chef sur le plan qualitatif dans nos relations à la personne, mais également en matière de développement, la démarche que nous avons initiée avec la fusion de nos 3 associations fondatrices. Ce plan stratégique est d'autant plus urgent à mettre en place que nous avons de plus à faire face aux nombreux défis que connaît ou risque de connaître dans un proche avenir nos secteurs d'activité, avec au premier chef une réelle pénurie de main-d'œuvre, mais également des surcoûts de fonctionnement liés au surenchérissement de l'énergie, la montée de l'inflation, la hausse des loyers de l'argent et son incidence sur nos projets immobiliers. Pour ne pas sombrer dans le marasme avec les perspectives évoquées, je voudrais terminer mon propos en soulignant 2 satisfactions emblématiques parmi celles qui vous seront présentées dans notre rapport d'activité. Tout d'abord, la revalorisation de nos frais de siège à un juste niveau par l'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, que nous tenons à remercier vivement, qui nous permettra, après des années d'attente, il faut bien le dire, d'améliorer nos prestations au service de nos établissements et du développement de nos activités. Et dans un tout autre domaine, la fusion effective, symbole de notre aptitude au développement,
réalisé en fin de dernier exercice avec l'Institut Saint-Vincent de Paul de Lyon, dont nous sommes heureux d'accueillir ici les représentants, en les remerciant de leur confiance, qui permettent ainsi de conforter le réseau vincentien qui préside pour une bonne part aux destinées de notre association. Rassurez-vous, n'ayant pas la prétention de monopoliser la parole et de vous livrer par moi-même l'état des lieux d'un tout jeune organisme qui célébrera néanmoins l'an prochain son tout juste centenaire par la grâce d'un de ses membres fondateurs, fort de ses 76 établissements et services, de près de 2700 salariés et de 3888 places d'accueil, je vais maintenant céder la parole à notre tout nouveau directeur général, Tanguy Goutenoir, dont ce sera en quelque sorte le baptême du feu. Alors ménagez-le. Hein. Tanguy, à vous de jouer. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, pour cette introduction pleine d'ambition. Du coup, on va essayer de reprendre une présentation du rapport d'activité de manière assez rapide. Donc, voilà, merci. Donc, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à être en tout cas devant vous et vous présenter ce rapport d'activité. Donc, on va essayer d'être à la hauteur des attentes. Sur cette première année sous la bannière Itinova, donc notre mission reste bien évidemment d'accueillir des personnes vulnérables en situation de handicap ou de dépendance à tous les âges de la vie. Nous avons bien évidemment un périmètre d'activité et d'établissement et de services qui est resté cette année stable par rapport à l'année dernière. Nous sommes toujours 76 établissements et services structurés autour de 6 pôles d'activité. 7 dans le champ de la protection de l'enfance, 13 dans le champ du handicap adulte, 23 dans le champ du handicap enfant. Nous avons également 3 établissements et services dans le champ de la précarité et du logement, 5 dans le champ du sanitaire et 24 établissements dans le champ des personnes âgées, comprenant 23 EHPAD et 1 EHPA. Et puis nous avons l'établissement supplémentaire, le 76e, le siège social. Nous avons des implantations dans 5 régions administratives aujourd'hui, dont la majorité de notre implantation est à 65% en Auvergne-Rhône-Alpes, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est notre principal donc, du coup, financeur et avec l'ARS qui nous a soutenus dans le cadre des frais de siège, on en discutera tout à l'heure. Nous avons une implantation à 23% en Provence-Alpes-Côte d'Azur et 12% des établissements sont implantés en Bourgogne, en Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie et en Nouvelle-Occitanie. Aquitaine, pardon, merci. Il faudra toujours surveiller, un œil nécessaire. 2021, donc, on l'a dit, a été une année éprouvante, une année pendant laquelle la crise sanitaire a frappé plus durement et une large majorité de nos établissements. Et une année, vous le savez tous bien, vous l'avez vécu, qui a éprouvé la force de nos équipes. Donc, dans le respect des valeurs fondatrices de notre association, la primauté de la personne, la solidarité et l'équité, l'engagement et la responsabilité et l'efficacité ont été des valeurs encore plus importantes et nécessaires en 2021. Mais une année qui a été également porteuse de nouvelles perspectives. Alors on m'a mis dans cette nouvelle perspective, j'avoue que c'était peut-être un peu ambitieux, mais bon, la nomination d'un nouveau directeur général, et puis également et surtout l'ambition de vouloir écrire et de poursuivre la dynamique associative avec la préparation d'une nouvelle feuille de route que nous allons réévoquer tout à l'heure et qui me semble être extrêmement importante pour notre avenir. Voilà sur la présentation un peu générale du coup de l'association. Il est important de revenir de manière un peu plus détaillée sur cette année 2021 en reprenant les faits marquants. Et surtout donc, tous ces efforts et cette persévérance de tous nos collaborateurs qu'il y a eu cette année à lutter contre le Covid, avec une période de contamination
qui avait certes démarré en 2020, en octobre 2020, et qui s'est terminé de manière intensive plutôt fin mai 2021, avec des pics de contamination importants. Et donc, nous avons vécu majoritairement nos pics de contamination sur l'exercice 2021. Ça a été accentué à partir de la rentrée en septembre 2021 par la mise en place du pass vaccinal, qui a complexifié encore nos difficultés de recrutement. Et ça a nécessité, une fois de plus, un engagement important de toutes nos équipes pour gérer cette situation. Donc l'année 2021 a été encore une année plus que tout où l'engagement de nos collaborateurs a été révélé et suscité. 2021 a été aussi, et nous allons axer peut-être plus ces éléments positifs, parce que je pense que c'est important aussi de savoir partager les éléments positifs dans cette année, qui a été une année où on a dû en effet s'adapter. Et donc on s'est adapté, mais on a aussi innové, et on a eu, de ce point de vue-là, plusieurs choses positives et éléments positifs et succès positifs à remonter. Tout d'abord, il y a eu l'aboutissement du rapprochement avec l'Institut Saint-Vincent-de-Paul, comme vous l'avez rappelé, qui a intégré donc, au 1er janvier 2022 l'association Itinova. L'ISVP, donc un IME accueillant des jeunes enfants déficients intellectuels légers et moyens de 12 à 20 ans, un établissement qui dispose d'une capacité de 81 places, dont 36 places d'internat. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. 91 places. C'est écrit 91, donc c'est exact. Il suffit de savoir lire, le DG, c'est pas forcément toujours facile. L'intégration de cet établissement lyonnais dans l'association en fait un IME le plus important par sa capacité, équivalent à Bourjade et Seguin réunis, et vient par sa spécificité enrichir une présence forte de l'association dans le champ du handicap enfant sur les territoires lyonnais. Nous avons également ouvert le foyer de vie de La Ramade. Donc après plus de 2 ans de travaux, l'ouverture en avril 2021 de ce nouveau foyer de vie avec une capacité de 48 places et d'un accueil de jour de 2 places. Ce nouveau bâtiment, donc au cœur de la ville de Vaison-la-Romaine, est situé sur l'ancienne gendarmerie et regroupe en un site unique et moderne les anciennes maisons de Bon-Espère qui étaient situées à Vaison et de La Ramade et les Sources qui étaient à Villedieu. Nous inaugurerons bientôt ce bâtiment et d'ailleurs ce sera pour Itinova l'occasion de reprendre ces inaugurations de bâtiments qui ont été pour certains mis en stand-by avec la crise sanitaire que nous avons vécue. Et en particulier le Claude Gray, qui n'a pas eu la chance et le droit d'avoir cette inauguration dont il faudra remédier. Dans les sujets immobiliers, nous avons aussi avancé de manière importante sur les travaux de 2 bâtiments principaux, l'EHPAD de Sainte-Marthe à Montélimar et le DITEP de Saint-Jean-le-Vieux. Ces 2 établissements, donc l'EHPAD de Sainte-Marthe de 56 places ouvrira fin septembre 2022, peut-être début octobre, mais en tout cas ouvrira à la rentrée, de la même façon que le DITEP qui ouvrira également à la rentrée et qui accueillera du coup 40 jeunes enfants. Toujours dans les projets et dans les innovations immobilières, dans la logique dans laquelle nous avons avancé en 2021, nous avons avancé dans une logique de constitution d'une foncière avec l'AISSV. Et donc nous avons constitué notre première société civile immobilière commune avec l'AISSV pour la reconstruction de l'EHPAD de Sœur Rosalie, qui est actuellement à Confort et qui sera délocalisée à partir à Collonges, donc pas très loin, dans l'Ain toujours. Et nous avons donc constitué cette SCI en mai 2021. Dans cette même logique de foncière avec la ISSV, nous avons également signé en 2021 une promesse de vente d'un terrain à côté de l'hôpital européen, établissement donc géré par la fondation de l'hôpital Ambroise Paré. Et ce terrain est situé donc à l'entrée nord de la ville, en plein cœur du pôle d'activité euro-méditerranéen
à Marseille. C'est une excellente opportunité pour l'établissement de l'Angélus de pouvoir demain se relocaliser dans un centre dynamique qui est ce pôle euro-méditerranéen à Marseille. Enfin, on l'a évoqué également rapidement, 2021 a été l'aboutissement de projets structurants pour le développement de notre association. Bien évidemment, nous avons finalisé la fusion d'un point de vue administratif avec beaucoup d'autorisations de transfert à obtenir et tout ça aujourd'hui est en ordre de marche. Nous avons également, comme l'a dit Monsieur le Président, nous avons obtenu le renouvellement de notre dossier de frais de siège avec un taux donc, qui évolue à 2,55% quand on était à 1,85% pour l'année 2021. Et ce taux et cette négociation a permis d'avoir un taux de manière évolutive qui sera sur la période 2022-2025 un taux maximum de 3,37%. Tout ça nous engage et nous devrons en faire bon usage sur les prochaines années de manière à ce que tout ça soit au service, ces ressources supplémentaires soient au service de nos établissements. Enfin, nous avons aussi eu des évolutions de type organisationnel avec l'organisation comptable qui a été initiée en 2020. La transformation du service comptabilité amorcée au cours de l'année s'est continuée avec notamment la mise en place donc, de l'équipe de superviseurs qui nous a rejoints et qui aujourd'hui est composée de 7 superviseurs et qui va contribuer à améliorer la qualité des données comptables que nous produisons en interne mais aussi que nous transmettons à nos financeurs et qui est un gage de crédibilité. Enfin, sur la partie informatique, nous sommes aujourd'hui dans une deuxième année complète d'activité du GIE Sentinova, qui s'avère être une réelle force pour l'association et qui continuera fortement dans les années à venir et qui contribuera fortement dans les années à venir aussi à son développement. En 2021, un plan stratégique a été élaboré sur les 4 prochaines années afin de finaliser donc, notre schéma directeur, afin de poursuivre la mise en conformité de nos établissements et de nos outils informatiques par rapport à la loi Ma Santé 2022. Nous avons également un objectif de renforcement de la sécurité informatique avec de nombreux tests qui sont réalisés pour vérifier si nous ouvrons ou pas les bons ou mauvais mails. Et donc nous sommes surveillés aujourd'hui et c'est pour notre sécurité, donc c'est très bien. Et enfin, à travers ce schéma informatique, il y a l'intégration de tous nos besoins d'outils structurants majeurs que l'on doit intégrer dans notre fonctionnement à travers une dématérialisation de nos outils, une gestion documentaire également optimisée. De ce point de vue-là, nous avons encore beaucoup de choses à pouvoir faire progresser. Enfin, je voudrais vous redonner, parce que c'est toujours le moment important de se redire qui est Itinova et quelle est finalement la réelle dimension de notre association. Aujourd'hui, Itinova, c'est 6180 personnes accueillies, c'est 3888 places d'accueil, c'est 60 places de plus d'accueil que nous avons obtenues en 2021, et c'est 2695 salariés à la fin de l'année 2021. Sur la partie financière, sur laquelle je ne dirais pas que je suis le plus à l'aise, mais que je connais un peu plus facilement aujourd'hui, il est intéressant également d'avoir une vision des chiffres clés. Qu'est-ce que ça représente d'un point de vue financier? Alors, on va démarrer par le chiffre qui parle peut-être le moins, mais 201 millions de total de bilan, avec une progression de notre bilan de 4%. De manière un peu schématique, on dirait qu'un bilan qui progresse, c'est une activité qui se développe. Nous avons également des investissements qui sont significatifs de l'ordre de 13 millions d'euros et qui devront continuer à progresser avec toutes les ambitions et les perspectives que nous avons. Sur le compte d'exploitation et le résultat comptable de l'association, nos produits d'exploitation ont aujourd'hui atteint la somme de 172,7 millions d'euros. Ça représente une progression de 4% par rapport à l'année dernière, quand nos charges d'exploitation ont également, elles, progressé de 4% à 169 millions d'euros. Cela représente donc du coup un résultat comptable qui est relativement significatif et comparable à l'année précédente, puisqu'on atterrit à 5,2 millions de résultats comptables, quand l'année précédente, nous étions à 5,5 millions de résultats comptables l'année précédente. Ce qu'il faut avoir en tête tout de suite dans ce niveau de résultats,
c'est la distinction entre ce qui provient des activités de gestion contrôlée, donc celles qui sont soumises à un contrôle et à une reprise de la part de nos financeurs. Ce résultat est de 1 484 000 € et il a été en diminution de quasiment 45% par rapport à l'année précédente. Lui, le résultat des activités de la gestion contrôlée a représenté 3,7 millions d'euros, soit une progression de 30%. Ce résultat de 5,2 millions, il faut avoir en tête qu'il est constitué de manière très importante des produits exceptionnels. Donc on ne va pas faire ici le détail de la façon dont ce résultat est constitué, mais il est certain qu'entre les 2 dernières années, entre 2020 et 2021, nous avons eu beaucoup d'effets liés à la crise sanitaire, au soutien que nous avons eu de nos financeurs, et qu'il faudra qu'on puisse avoir une analyse fine de nos résultats pour bien toujours distinguer qu'est-ce qui est de notre gestion courante et qu'est-ce qui est du soutien de nos financeurs ponctuels, de manière à pouvoir avoir une situation objective de nos résultats financiers. Juste retenez une chose, c'est que sur ces 5,2 millions d'euros de résultats, il y en a plus de 2,8 millions d'euros qui sont des résultats exceptionnels. Donc il faut avoir une approche véritablement prudente par rapport à ce résultat comptable, mais qui démontre en tout cas les moyens financiers que l'association dispose aujourd'hui et donc qu'elle doit pouvoir utiliser pour relever ces défis. Donc on va passer à la rétrospective du coup de 2021. Je vais passer la parole du coup à Michel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, alors j'appuie sur le vert, ok. Non mais il suffit de se caler. Alors déjà, évoquer tous les projets ou tous les faits marquants qui ont marqué notre année 2021 aurait pris beaucoup trop de temps en cette assemblée. Donc j'ai sélectionné certains d'entre eux qui pour moi effectivement ont été marquants, pas que les autres ne l'ont pas été, mais il a bien fallu choisir. Tout d'abord, je voulais, en termes de ressources humaines, vous présenter les directeurs, les directrices qui nous ont rejoints sur le pôle sur l'année 2021, avec l'arrivée de Christelle Piberne, que j'ai vue, qui est ici, sur les établissements Itinova en Vaucluse, Dominique Blairon, qui nous a rejoint également sur le DITEP de Montbernier, Frédéric Jalabert sur la MEX du Rachet, sur la tronche. Et avec l'intégration de l'ISVP qui vous a été présentée tout à l'heure, nous avons accueilli au sein de notre équipe de direction Caroline Fioretto, qui est ici présente, que j'ai vue également. Voilà. Alors, les ressources humaines, un petit focus sur les ressources humaines, tout simplement pour dire que elles n'ont jamais aussi bien porté leur nom ces 2 dernières années, et particulièrement en 2021, puisque l'ensemble des professionnels des établissements et services d'Itinova et du pôle, sous l'impulsion des équipes de direction, ont su mobiliser toutes les ressources pour garantir l'accueil là où c'était possible et maintenir le lien pour éviter les ruptures dans les accompagnements. Donc, je tiens au moment de cette rétrospective remercier de vive voix chacun d'entre eux. J'ai pu être présent sur de nombreux sites pendant cette crise et je sais combien la mobilisation était forte et importante pour accueillir, accompagner nos résidents. Malgré cette période d'incertitude et de doute liée à cette crise, nos établissements ont maintenu, voire pour certains d'entre eux, développé leurs activités. On l'a présenté tout à l'heure, la Ramade fait partie des établissements qui ont vu le jour en avril 2021. Imaginé depuis de très longues dates, puisque lorsque je suis arrivé moi, sur cet établissement en 2017, j'ai trouvé des comptes rendus de réunions qui prévoyaient une sortie de terre de cet établissement et qui remontaient déjà dans les années, au début des années 2000. La résidence La Ramade donc, permet d'accueillir aujourd'hui 50 résidents, contre 38 auparavant, avec une offre de services d'accueil de jour et d'accueil d'urgence qui ont été travaillés avec le département de Vaucluse. Situé au pied de la citadelle, ça permet à nos résidents de profiter pleinement et de bénéficier de tous les services de la ville de Vaison, des services culturels, activités sociales et sportives. Au niveau des activités, on a sur le DITEP Clairjoie
À la rentrée de septembre 2021, les enfants et les professionnels du CESAD se sont installés dans des nouveaux locaux situés à Tarare, dans les anciens locaux de Pôle emploi. Au-delà d'une qualité d'accueil et d'un confort de travail pour les salariés, cette structure est dotée de 30 places pour des enfants présentant tout type de déficience, dont les profils variés qui reflètent les besoins du territoire. L'objectif est de déployer un dispositif de proximité qui soit adapté aux situations d'enfants et d'adolescents dans la perspective d'un soutien à leur inclusion en milieu ordinaire. Et c'est un enjeu fort dont on parlera tout à l'heure. Le CEM Henri Gormand. Alors le CEM Henri Gormand a déposé un appel à projet et a remporté cet appel à projet en 2021 autour de la création d'une EMAS, qui est une équipe mobile d'appui à la scolarité, sur la circonscription de Bron. Les missions principales de cette EMAS sont de soutenir la communauté éducative dans l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers, de participer à des actions de sensibilisation dans le cadre de l'école inclusive auprès de la communauté éducative et de prévenir toute situation de rupture de parcours pour maintenir la scolarisation en milieu ordinaire. Ce projet s'inscrit pleinement dans les orientations du ministère de l'Éducation nationale et du secrétariat d'État chargé des personnes handicapées autour de l'école inclusive, et il permet à Itinova d'être sur ce territoire un acteur majeur dans ce partenariat. Ok, merci. Le CRDV. En 2021, le CRDV a également remporté 2 appels à projets. Le premier répondait à un besoin d'accueil de jour. Le second visait la création d'une plateforme d'accompagnement et de répit des aidants non professionnels appelée PARED. Celui-ci est particulier puisqu'il concerne les aidants non professionnels, des personnes en situation de handicap grave ou complexe, présentant des comportements défis, ne bénéficiant d'aucun accompagnement médico-social ou se trouvant en rupture d'accompagnement par des services sociaux ou médico-sociaux. Cette réponse appel à projet permet d'accueillir 60 situations par an, soit environ 12 situations individuelles sous forme de file active, à raison de 8 à 12 semaines d'accompagnement. Nous avons également eu en 2021 des extensions de places, principalement sur nos maisons d'enfants à caractère social, en 2021 j'entends. La Mex-Merly, qui, au regard du nombre important de mesures de placement à domicile en liste d'attente, avec le Conseil départemental de Haute-Garonne, a proposé, courant août 2021, de pouvoir augmenter à titre dérogatoire sa capacité de 5 places supplémentaires. Il est important de préciser que cette extension s'inscrit dans l'objectif fixé par le département d'atteindre, pour la Mex-Merly, les 60 mesures au premier trimestre 2022, ce qui devrait être atteint sans difficulté. La Mex du Rachet, quant à elle, pour faire face aux besoins sur le territoire figurant dans le schéma départemental de la protection de l'enfance du Conseil départemental de l'Isère, a été autorisée à une extension de 5 places sur le service d'accompagnement familial de cette MEX. Entre l'internat et le milieu ouvert, cette modalité d'intervention au domicile des familles concilie protection et soutien intensif à la parentalité et s'inscrit donc pleinement dans la réponse à apporter aux enfants et à leurs familles. Dans le secteur de la précarité logement et de l'accompagnement par le logement, le CHRS des Adrets du Var a initié en 2021 un projet innovant d'accès direct au logement pour les personnes seules en très grande précarité sur le secteur de Toulon et aux femmes victimes de violences et à leurs enfants sur le territoire de Fréjus-Saint-Raphaël. La réponse apportée était double. D'une part, le logement était proposé par le coporteur du projet qui est Var Habitat, et l'accompagnement social était réalisé par le CHRS, par les professionnels du CHRS, pour que cet accès au logement soit durable. Les objectifs sont triples. Le premier est de permettre à la personne et à ses enfants de quitter un environnement violent. Le second, de permettre l'accès à un logement autonome, adapté à sa situation familiale et financière, et d'éviter le passage par des hébergements précaires comme les CHRS ou les hôtels et les ruptures d'hébergement. Il y a un petit projet de solidarité que j'ai loupé. Je regarde Yann, hein, tu es d'accord avec moi ?
Je voulais présenter le projet de solidarité de l'ESAT des Mimosas, situé à Fréjus, qui, en lien avec une association qui s'appelle comment cette association? Paola Solidarité, c'est ça? Voilà. Les travailleurs d'ESAT ont confectionné pendant cette période de pandémie, en 2021, du 1er janvier au 30 juin, 60 repas par jour pour être distribués aux personnes les plus vulnérables sur ce secteur. Et ça a été une belle initiative de solidarité qu'il convient de souligner dans cette rétrospective 2021. Si je dois conclure et parler de quelques perspectives, ces quelques exemples piochés parmi tant d'autres montrent combien la multiplicité des initiatives et des projets qui sont développés sur les territoires où nous sommes implantés permet d'apporter des réponses cohérentes et adaptées. Sur le pôle handicap, enfance, précarité, logement, les enjeux sont forts et les besoins des personnes que nous accueillons et accompagnons sont en perpétuelle évolution. Dans le secteur du handicap, la désinstitutionnalisation des services rendus est déjà engagée, mais elle doit encore s'amplifier dans les prochaines années. Les réponses doivent être de plus en plus adaptées à la situation de chacune des personnes accueillies. Le principe de plateforme de services et de dispositifs sont des réponses multiples pour une offre de services individualisée. Sur le secteur de la protection de l'enfance, nous allons engager un important travail autour de 2 axes. Le premier vise à travailler la sortie des jeunes des dispositifs de protection de l'enfance. Aujourd'hui, 4 jeunes sur 10 sortent sans solution pérenne en matière de logement, de formation, d'accès aux soins et se retrouvent dans des structures comme les CHRS ou pire, se retrouvent dans la rue. Le deuxième axe de travail sera centré sur la prise en charge des enfants confiés à la protection de l'enfance et qui sont porteurs d'un handicap et connus ou non par les services des MDPH. Dans son rapport de 2015, le défenseur des droits des enfants indiquait que 36% de ces jeunes étaient concernés. La multiplicité des dispositifs existants chez Itinova doit être une force et doit nous permettre, voire doit nous obliger à être une force de proposition sur le sujet auprès des financeurs publics. Enfin, le secteur de la précarité des personnes vulnérables doit aussi faire face à des enjeux majeurs. La situation socio-économique de notre pays nous montre combien la précarité peut toucher des populations jusque-là épargnées. Les expériences menées dans le Var et valorisées par les pouvoirs publics sont des modèles sur lesquels nous devons nous appuyer pour imaginer des réponses diversifiées sur les différents territoires où Itinova est implanté. Comme vous le voyez, nous avons encore beaucoup à faire, tous ensemble. Merci de votre écoute. Merci Michel. Du coup, en l'absence de directeur, c'est toi qui as la télécommande. Vas-y, tu fais ça très bien, merci. Donc, en l'absence de directeur de pôle personnes âgées et sanitaires, me revient le plaisir donc, de faire la rétrospective 2021 et puis surtout de commencer par remercier tous les collaborateurs de ce pôle dans chacun de nos établissements pour l'engagement qu'ils ont eu tout au long de l'année, dans une année qu'on a décrite comme complexe, comme difficile. Et on a vu que l'engagement de chacun a été important et nécessaire. Donc qu'il soit aujourd'hui une nouvelle fois remercié. Et tous les publics qu'ils accueillent au quotidien ont vu et ont pu comprendre l'importance de leur engagement. De manière un peu plus positive par rapport à cette année 2021, le pôle personnes âgées a lui eu, comme les autres, beaucoup d'adaptations des équipes, bien évidemment, on l'a dit, mais au service des résidents. À savoir capitaliser sur les bonnes pratiques à travers des mesures donc, palliatives ont permis de compenser en partie les difficultés de recrutement et de pénurie de personnel en organisant des groupes de travail, en imaginant de nouvelles structurations et des adaptations de planning qui ont été opérées et donc qui ont nécessité à chaque collaborateur de s'adapter, de les accepter et de pouvoir repartir dans une dynamique. Et ça a nécessité donc l'engagement plus que considérable de l'ensemble des personnels. Certains établissements ont également participé à des salons de recrutement afin de faire connaître et de mieux faire connaître leur établissement, l'association et valoriser ainsi les métiers
du pôle grand âge. Réinventer... merci. Il n'y a pas de souci. Réinventer du coup de nouvelles animations pour conserver le lien social. Il fallait également dans ces moments plus compliqués maintenir cette animation dans nos établissements. L'EHPAD Saint-Vincent-de-Paul à Vignoles a ainsi fait l'achat d'une borne Millimélo en fin d'année 2021. Cet outil d'animation utilisé au quotidien est très apprécié par les résidents et qui bénéficie d'un support ludique pour les jeux, mais aussi d'une véritable boîte à musique pour des après-midi festifs. À l'EHPAD de Sœur Rosalie à Confort, un projet de bistrot ambulant a été mené par la psychologue, l'ergothérapeute et l'animatrice, avec la participation active des résidents qui ont fabriqué le bar. Enfin, développer de nouveaux projets au service des résidents, avec l'ouverture de 2 pôles d'activités et de soins adaptés, donc des PASA, à l'établissement de Sainte-Catherine-Labouré, qui a ouvert un pôle d'activité de soins de nuit, donc pour tous les résidents et des résidents angoissés avec des troubles du comportement. Le deuxième PASA a été ouvert à La Roseraie, à Auch, avec 14 places qui ont été ouvertes en octobre 2021, avec le renfort de 2 aides-soignantes ayant préalablement bénéficié de la formation d'assistants de soins en gérontologie. Sur le pôle sanitaire, également, 3 préoccupations majeures ont été remontées et ont été soulevées sur cette année 2021. Tout d'abord, les difficultés de recrutement. Ces importantes difficultés de recrutement, comme dans nos établissements et nos EHPAD également, mais ont soulevé des problématiques de remplacement de postes vacants, des stabilisations des équipes en poste et de renforcement des effectifs. C'est clairement aujourd'hui une situation dans laquelle nous sommes encore plus confrontés. L'information des patients a été également au cœur des préoccupations du pôle sanitaire, avec la clinique SSR de l'Angélus à Marseille, qui a poursuivi donc le développement de son programme Home Sweet Home, basé sur des ateliers d'éducation thérapeutique. Ce programme a pour objectif de préparer les patients au retour à domicile dans les meilleures conditions. Enfin, la préparation de la certification de l'HAS avait débuté en 2021 et va être encore quelque chose de beaucoup plus important en 2022 et 2023, puisque la clinique de SSR de l'Angélus à Marseille doit normalement passer sa certification HAS à la fin de l'année. Et puis ensuite, les autres établissements devraient suivre courant de l'année 2023. La Marteret, dans le désordre peut-être, mais je ne crois pas. La Marteret, puis ensuite ABV et enfin, j'en oublie un, Concha. Mais Concha, lui, sera avant. Donc c'est plutôt Concha qui sera avant l'ABV et la Marteret. C'est ça, Laurence? Ou la Marteret est décalée en fin d'année? Temps dernier. La Marteret est en dernier. C'est en fin d'année 2023. Voilà, sur du coup le pôle... Voilà. Alors après, donc, du coup, on va évoquer les 3 projets menés dans nos établissements, alors qui vont être que 2 parce que Vincent Ronca n'a malheureusement pas pu venir. Donc on va appeler Jacqueline et puis Arnaud, qui peuvent nous rejoindre pour venir du coup présenter les projets menés dans les établissements. C'est moi qui commence. Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je viens effectivement vous parler d'un projet. Ah, c'est bien joué là-bas. Je me demandais pourquoi Tanguy regardait toujours là-haut, mais en fait, ok. Il y a un écran là-haut, c'est pratique. Voilà. Donc, je viens vous parler d'un projet effectivement qui nous a occupés. Alors, ça remonte à avant 2021, bien évidemment, mais ça a trouvé sa concrétisation en tout cas en 2021. C'est 2 choses différentes, puisque c'est deux moments différents d'ailleurs de la vie de l'établissement. L'un était lié à un projet de travaux assez conséquent qu'on a mené sur le CRDV, à savoir la rénovation de l'accueil, le parking et les jardins.
Et en fait, dans ce jardin, on a créé un parcours podotactile. Voilà, je vais vous expliquer ce que c'est que ce truc. Et puis, un autre projet qui vient là plus des parcours des personnes et des besoins qui émergent dans l'accompagnement des personnes et qui engendrent des problèmes dans toutes les questions de mobilité et de déplacement. C'est-à-dire quand on accompagne un déficient visuel, parmi toutes les problématiques auxquelles on va se heurter, intervient assez rapidement la question de la mobilité et de la capacité de la personne à se déplacer. Et souvent, en fait, cette capacité-là, elle est entravée, bien évidemment, et ça crée un rejet, finalement, de la mobilité et du déplacement, ce qui veut dire que la personne, petit à petit, peut s'isoler socialement, en refusant finalement tous les mouvements, tous les déplacements et en ne sortant plus de chez soi. C'est comme ça qu'on crée les premiers signes de la perte d'autonomie. Donc ça, je vous dis ça, c'est à tous les âges de la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas que pour quelqu'un qui deviendrait très malvoyant avec l'âge, parce que ce projet est parti plutôt de ce public-là, le public du SSR Auvergne Basse Vision, mais on s'est rendu compte qu'au niveau des enfants, au niveau des adultes qu'on accompagne sur le CRDV, on a aussi cette problématique-là. Donc l'idée, c'est ça, c'est de développer le besoin de mobilité et de déplacement de nos usagers, qui n'est pas donc spontané. Il faut d'abord susciter le désir de se déplacer et la confiance de le faire en toute autonomie. Donc ça, c'était la première action. Et pour faire ça, il a fallu réfléchir à quelle modalité on allait créer. Et on a créé deux outils. Donc on s'est doté d'installations qui sont, vous le verrez, à la fois, c'est technique, c'est pensé, mais ça reste dans la conception assez ludique. Et ça, il a fallu à un moment aussi s'outiller, s'étayer, parce que le faire soi-même dans les compétences que l'on a au sein de nos établissements s'avérait difficile. Donc on s'est tourné vers un laboratoire de l'université sur le campus des CESO, donc plutôt un laboratoire tourné vers les technologies, vers l'industrie, mais au sein duquel on a trouvé une ressource rare, à savoir un professeur dont on accompagne sa fille depuis quelques années. Ça a été assez facilitateur. On peut peut-être passer... voilà. Donc ça, c'est pour vous rappeler que ça s'inscrit effectivement dans un projet de rénovation plus important. Donc là, c'est un petit zoom sur la nouvelle zone d'accueil du CRDV. Pour ceux qui connaissaient l'ancienne, je pense qu'ils ne reconnaissent plus l'accueil. Normalement, c'est l'effet que ça doit vous faire. Pour ceux qui ne connaissaient pas avant, vous voyez, c'est joli, c'est plutôt pensé. Voilà. Et donc, le jardin se trouve au fond, là-bas, dans une cour qui est cachée du public. C'est un autre petit trésor caché en plein centre de Clermont-Ferrand. On a des zones de jeu adaptées. Voilà. Donc là, on a... ça, c'est des installations tout à fait récentes. C'est pas du vrai gazon, vous vous en doutez. Moi, je ne sais pas faire pousser du gazon comme ça. C'est du gazon artificiel, bien évidemment. Et donc, des installations plutôt pertinentes, notamment pour nos nouveaux publics accompagnés sur le CRDV, qui présentent pour un grand nombre d'entre eux des signes autistiques. Donc, la balançoire que vous voyez là, elle est très, très appréciée par ce public-là. Ça, c'est d'autres photos du jardin. Ça, sont en fait à gauche, là, ce sont des fauteuils qui tournent à 360 degrés pour travailler le vestibulaire. C'est très intéressant pour nos rééducateurs. Et puis, j'ai fait une petite photo de ce parcours-là avec ce podotactile là, au sol. Ça a été une demande de nos jeunes, en fait. Ils ont vu que le parking était terminé et eux, ils vont à l'atelier tous les jours et ils traversent une zone où les voitures passent tous les jours. Toute la journée, il y a une quinzaine de voitures qui rentrent, qui sortent et ils ne se sentaient pas en sécurité. Donc, ils nous ont demandé de créer un passage piéton. C'est eux qui l'ont conçu et on a fait revenir l'entreprise pour faire ça au cordeau comme ils l'avaient demandé. Voilà. Alors ça, c'est le parcours podotactile. Donc, ça se présente comme un espace qui est en longueur, donc qui fait à peu près 20 mètres de long. Vous avez là différents types de sols.
L'idée générale de ce projet-là, c'est de reproduire dans la cour, dans le jardin, un espace où on va retrouver tous les types de sols que l'on rencontre de l'autre côté dans la ville. Donc là, on a au premier plan, c'est un plan incliné, sur la photo de droite, hein, c'est un plan incliné en béton avec des dévers. Ça, c'est des choses qu'on voit en ville. Vous les passez, vous les traversez sans vous poser de questions, mais pour un déficient visuel ou un aveugle, c'est extrêmement déstabilisant. Vous avez ensuite un autre type de sol. Vous avez après ce qu'on appelle un bateau, c'est-à-dire ce qu'on trouve souvent sur les passages piétons. Et puis vous avez derrière une zone avec plutôt du pavé, comme on trouve dans les quartiers anciens. Et puis une zone avec plutôt un revêtement de type falin, minéral. Et donc le jeu, évidemment, pour la personne qu'on accompagne sur ce parcours, c'est d'aller reconnaître les différents types de sols et de se familiariser avec ces sols et d'aller ensuite en ville, en transposition, pour les reconnaître. Là, l'avantage, c'est qu'ici, dans cet espace-là, c'est sécurisé, il n'y a pas de voiture qui circule, il n'y a pas de camion, il n'y a pas de bruit de bus, de tram dans tous les sens. Donc la personne peut vraiment se tenir debout et évoluer en sécurité. Et puis au bout de cet espace-là, on a créé aussi un plan incliné avec ce qu'on appelle un disque de boiler qui permet de travailler tout ce qui est stature et positionnement et vestibulaire également sur l'extrémité du parcours. Voilà. Donc c'est utilisé par les enfants, par les ados, par les adultes, par les personnes âgées qu'on accompagne sur nos différents services. Voilà. Deuxième innovation, c'est une salle d'immersion sonore. On est dans la même problématique, c'est-à-dire qu'on est face à des personnes qui sont réfrénées dans leur déplacement par différents facteurs. Et on s'est rendu compte que l'environnement sonore jouait beaucoup. C'est-à-dire que positionnez-vous un jour sur une place ou un carrefour, c'est encore mieux, et fermez les yeux et essayez d'identifier d'où viennent les bus, d'où vient le tram, où vont les voitures, d'où elles viennent par rapport à vous, où est-ce qu'elles passent. Et tout ça, en fait, c'est extrêmement stressant. Vous verrez qu'au bout de quelques secondes d'immersion comme ça, juste sonore, en fermant les yeux, vous vous rendrez compte que pour un aveugle, circuler dans un espace urbain, c'est un défi, un vrai défi. Donc là aussi, l'idée pour nous, c'était de reproduire un espace sonore. Et on s'est adressé à un laboratoire qui travaille depuis quelques années déjà sur la spatialisation du son. Alors ça prend cette forme-là. Vous voyez là, vous avez deux configurations. C'est soit la personne est debout, soit la personne est assise. C'est un ensemble de 8 enceintes avec des enceintes plutôt pour les basses qui sont situées sur les côtés de l'installation. On a mis ça dans notre salle de musique historique. Hein, voilà, c'est pour ça que vous avez un peu les instruments de musique autour. Mais évidemment, dans cette configuration-là, on ne joue pas de la musique. Juste, on écoute. Et la personne se met au centre et on va lui projeter des sons avec les différentes enceintes. C'est une installation qui se veut minimaliste. C'est-à-dire que c'est des enceintes Bose que vous trouvez dans le commerce. C'est une interface MIDI qu'on trouve dans le commerce. C'est des petites enceintes qui sont tout à fait accessibles. On a fait une installation pour 4 000 €. Vous avez ensuite une tablette. Et évidemment, le cœur du réacteur, c'est ce truc-là, parce que ça, c'est des mois et des mois de développement. Voilà. Donc là, on a fait appel d'abord à une stagiaire en Master 2 de ce laboratoire de Clermont, le LIMOS. Et puis ensuite, cette stagiaire, grâce à un appel à projet de la métropole de Clermont, a pu travailler pendant 6 mois. On a récolté une somme de 35 000 € avec le laboratoire pour pouvoir prolonger ses travaux. Et elle nous a développé sur tablette, une tablette qui tient dans la main. Vous voyez, vous avez des petits potards et vous faites varier en fait les différentes sources sonores. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Vous pouvez mettre un son de bus, un son d'enfant qui passe dans la rue, n'importe quoi. Et à partir de là, on met la personne en immersion. Voilà, donc là c'est une instructrice de locomotion qui se prête à l'exercice. Elle localise d'où vient le son. Et ensuite elle nous dit où va le son. C'est-à-dire qu'on peut faire naviguer le son d'un point A à un point B et faire traverser complètement l'espace sonore.
Dans le deuxième exemple, dans la deuxième vidéo, on est sur un exercice où on est en déplacement. On fait se déplacer la personne. Et là, de la même manière, on lui projette des sons tout le long de son parcours. Voilà, elle se déplace avec la main devant elle, en sécurité. Et de la même manière, elle peut comme ça accomplir des exercices. Alors, on s'est rendu compte, et ça c'est le côté sérendipité de l'histoire, c'est assez rigolo, c'est qu'on s'est rendu compte que avec un outil comme ça, on peut le mettre aussi à disposition des autistes. Les autistes, ils ont des incapacités à se déplacer dans certains endroits ou à fréquenter certains endroits de l'établissement parce que des sons les mettent en surréaction, en hypersensibilité. Eh bien, on peut, avec cet outil-là, développer aussi des exercices pour les habituer à certains sons. Et, parce que ces sons-là, ils vont les avoir toute leur vie, en fait. Et il faut qu'ils s'y habituent d'une manière ou d'une autre. Donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi utiliser cet outil-là pour d'autres publics que les déficients visuels. Et ça, c'est évidemment, pour nous, une perspective vraiment intéressante. Voilà, j'ai terminé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc nous allons vous présenter avec Madame Hubert, cadre de santé de la Marteraie et donc moi-même, directrice de la Marteraie, le programme Princesse. Le programme Princesse qui prend en charge des patientes atteintes de cancer du sein. Ce programme Princesse, pourquoi nous l'avons appelé programme Princesse? Parce que pour que dans les esprits, bien évidemment, ce nom, eh bien, au niveau de la communication, puisse aussi être très parlant. Donc l'acronyme signifie Programme de rééducation individualisé pour le cancer du sein avec santé et éducation pour toutes ces patientes. Bien évidemment, on parle de patientes, mais il faut savoir également qu'il y a des hommes qui sont aussi atteints d'un cancer du sein et que la structure les prend en charge également. Pour l'instant, nous n'avons pas encore eu de patients masculins. Ce programme donc, a été monté depuis 2021, l'année 2021. Il a pris effet à partir de janvier 2022 au sein donc, de notre établissement. Au niveau, donc, notre établissement est un établissement qui se situe aux portes d'Annecy, qui comprend 100 lits d'hospitalisation complète et 10 places d'hospitalisation de jour. Donc, ces patientes, en majorité, passent dans nos services de cancérologie, puisque on a donc 2 étages. Au premier étage, on a le locomoteur et la gériatrie, et, enfin au deuxième étage, pardon. Et au premier étage, on a les unités de cancérologie, donc oncologie, oncogériatrie et également soins palliatifs. Au niveau donc, de ces 3 orientations, ces patientes ensuite... on leur propose donc l'hospitalisation en hôpital de jour et elles reviennent donc périodiquement si elles adhèrent à ce projet. Donc pourquoi ce projet ? D'abord, c'est pour pouvoir développer notre hospitalisation à temps partiel, notre HDJ, et notamment en filière cancérologie. Ensuite, c'était aussi pour pouvoir répondre à la stratégie nationale de santé sur les différents plans cancer et notamment pour répondre aux recommandations d'amélioration de la prévention, de la limitation des séquelles des cancers, des traitements, de la chirurgie et aussi et surtout pour améliorer la qualité de vie des patients. Donc c'est aussi parce qu'on a eu de l'expérience de nos patients et nos patientes depuis plusieurs années en hospitalisation complète qui subissent beaucoup de traitements et de prise en charge médicale. Et quand elles sortent pour rentrer chez elles, il n'y a pas beaucoup d'offres de soins, notamment sur la rééducation. Et elles ne sont pas toujours prêtes à rentrer dans les associations. Du coup, en groupe de travail, on a travaillé depuis 1 an
sur ce projet de rééducation. Cette prise en charge est donc pluridisciplinaire. Elle associe toutes les catégories socioprofessionnelles, aussi bien médicales, kiné, APA, donc animateur de physique adapté, les psychologues, diététiciennes, assistantes sociales quand il y a un problème donc social, également la diététicienne, enfin vraiment toutes les catégories socio-pro sont représentées, idem aussi pour l'infirmière et également l'aide-soignante. Le but donc de cette prise en charge, c'est surtout pour le patient de récupérer sa motricité, sa mobilité fonctionnelle avant ou après chirurgie, post-chirurgie, post-radiothérapie ou aussi pré-traitement. Donc ça peut en effet être aussi bien la chirurgie, tout ce qui est chimio, la radiothérapie, enfin tous les types de prise en charge concernant ce cancer du sein. Le patient donc est amené à participer à différents ateliers. Il a un programme personnalisé, mais il a également aussi des séances collectives. Le but aussi, c'est de lutter donc, contre les conséquences de cette chirurgie, entre autres pour certaines, à savoir surtout le lymphœdème, ce qu'on appelle vulgairement le gros bras, et également de maintenir, de faciliter aussi par la suite, une fois que leur prise en charge en hôpital de jour est terminée, qu'elles puissent s'adresser à d'autres associations qui peuvent prendre le relais. Du coup, on propose en fait aux patientes de venir 2 fois par semaine sur 8 semaines et on construit avec elles un projet de rééducation en prenant en compte leur vécu, leur fatigue et leur douleur, leur perception, leur image corporelle et leurs envies et ce qu'elles ont déjà fait en parcours sportif notamment, puisque un des objectifs c'est retrouver l'activité et bouger. Donc on a des séances individuelles, notamment en kiné, en nutrition, en snooze Hélène. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une rééducation par les sens. Donc on est immergé dans une salle où la patiente elle choisit un sens qu'elle aime. Ça peut être l'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue. Et on va travailler sur la détente, sur l'angoisse, sur l'image de soi. On utilise aussi l'hypnothérapie, la socio-esthétique, où en individuel, elles vont apprendre à prendre soin d'elles, à utiliser les bons matériels, les bons produits, à savoir se maquiller, à prendre soin de soi. Et on propose aussi un accompagnement en psychothérapie. On fait aussi des groupes collectifs, notamment en activité physique adaptée, où est proposé un projet. Donc ça peut être sur de la marche nordique, sur du yoga, sur du pilates, avec une progression sur chaque exercice. Et on associe à chaque venue des séances d'éducation en santé pour qu'elles aient plus d'outils quand elles reviennent chez elles. Par rapport à donc, ces différentes prises en charge, on a un retour au niveau du retour d'expérience qui est très positif de la part des patients de prise en charge, puisque le fait de les prendre en charge donc, au sein de l'hôpital de jour leur redonne de l'énergie, parce que psychologiquement, on s'aperçoit que quand elles arrivent chez nous, elles sont très impactées. Il y a donc, et on sait pertinemment que ce côté mental a une importance importante dans la prise en charge et aussi sur le devenir de la maladie, et de même au niveau physique, puisque le but, c'est vraiment le retour à une vie antérieure, je dirais,
quasiment à l'identique de ce que la personne, au niveau de ses capacités, avait antérieurement. L'écoute aussi, on s'aperçoit que l'écoute est quand même une des activités en quelque sorte qui est essentielle, et le fait aussi à certains moments d'être en groupe leur permet aussi de pouvoir échanger entre elles et d'aborder certaines problématiques auxquelles elles sont confrontées. Au niveau des professionnels, leur implication elle est totale, et ça c'est vraiment à souligner parce que tous les professionnels qui interviennent au sein de la Marteret et plus particulièrement dans la prise en charge de ces patientes sont vraiment tout à fait sensibilisés et absolument convaincus de l'efficacité de leur mission. Le retour est très positif aussi par rapport au programme qui leur est présenté à leur arrivée, et on s'aperçoit que l'adaptation des professionnels vis-à-vis de ces patientes dans leur prise en charge est vraiment un point fort et marquant pour ces patientes. Au niveau, en conclusion, on peut, malgré tout ce qui a été fait aussi au niveau de plan de communication, on s'aperçoit quand même qu'on a quelques freins, puisque on a ce programme, on a beau le faire connaître de plus en plus, on s'aperçoit, et c'est très étonnant, que c'est le corps médical qui n'est pas convaincu de cette prise en charge. Donc, par conséquent, on essaye, bien évidemment, par différentes portes, de communiquer plus, et alors que, je dirais, les études, aussi bien tout ce qui est au niveau scientifique, attestent d'une meilleure récupération quand la prise en charge est même en pré- ou post-opératoire. Donc, c'est une réelle problématique à notre niveau. Et il y a également aussi, on a été confronté à l'outil, ce qu'on appelle via trajectoire, c'est-à-dire au niveau des adressages. Et au niveau national, il n'y a pas, pour l'instant, d'HDJ, c'est-à-dire d'hôpital de jour, qui est visible au niveau de la prise en charge du cancer du sein. Donc ça devrait, je dirais, s'arranger dans les semaines à venir, mais c'est un problème. Enfin, pour nous, on a vraiment été confrontés à cette problématique-là. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Jacqueline Putet, directrice de l'EHPAD de Sœur Rosalie. C'est le projet que je vais commenter, mais directrice aussi de l'EHPAD Saint-Vincent, donc les deux dans le département de l'Ain. Ce projet, il est vraiment à l'initiative de l'animatrice de l'EHPAD Sœur Rosalie, et il a pu se réaliser essentiellement grâce au financement qu'on obtient chaque année sous forme d'une subvention de la part du CLIC et de la part des élus du pays belgardien. Donc chaque année, il nous propose une somme d'argent, donc c'est en fait un montant par résident, et il nous délivre cette somme qu'à condition qu'on leur présente un projet qui répondent au plus grand nombre. Alors, ils sont toujours très axés sur le goûter, l'animation musicale, etc. Mais ça, on sait le proposer en général à l'ensemble de nos résidents sans avoir cet apport financier supplémentaire. Donc, on réfléchit chaque année avec les animatrices, avec les cadres de santé, avec l'ensemble des équipes sur ce qu'on peut proposer aux résidents. Donc, pour exemple, à Sœur Rosalie, on a eu l'année dernière un atelier de modelage, donc on travaille la terre, et on a recommencé cette année avec une exposition qu'on peut voir en ce moment dans les locaux
de l'EHPAD de Saint-Vincent. Donc on expose les œuvres des résidents et c'est vraiment surprenant. On l'a associé, alors je fais un petit débord, mais je voudrais quand même rendre hommage aussi à Saint-Vincent. On expose également les œuvres des résidents qu'ils ont pu réaliser tout au long de leur vie. On a notamment plusieurs résidents qui ont fait de la peinture à un niveau vraiment très important et qui nous ont prêté certaines de leurs œuvres qui sont donc exposées dans les couloirs de Saint-Vincent en ce moment. Petite touche négative, nous avons invité à 2 reprises la presse pour qu'ils nous fassent un petit reportage. Malheureusement, ils ne sont pas venus. Je pense que s'il y avait un petit souci avec la canicule ou avec une épidémie quelle qu'elle soit, ils frapperaient tous à notre porte. Mais pour montrer des choses positives, malheureusement, ils sont un petit peu moins rapides. Mais bon, on ne désespère pas, ils devraient venir début juillet. Pour en revenir à Sœur Rosalie, donc le choix qui a été fait, c'est... alors, moi, je n'utilise pas ce terme-là parce que ça serait prétentieux de notre part, mais on pourrait qualifier ça de médiation animale. En tout cas, juste après le Covid, sur la proposition du cadre de santé de l'époque, je dis de l'époque parce que depuis, il y en a eu deux autres, mais le cadre de santé de l'époque avait souhaité que nous adoptions des chats. Donc voilà, on a une veilleuse de nuit qui est présidente d'une association qui recueille les félins abandonnés. Et elle avait une petite portée, alors soi-disant de 2 chatons, finalement ils ont été 3, qu'on a adoptés juste au sortir de la période d'isolement. Et ces 3 chats sont maintenant adultes. Ils vivent leur vie à l'intérieur de l'établissement. Et ça a été un vrai bonheur pour les résidents. Donc forte de cette expérience, l'animatrice qui avait eu l'occasion de rencontrer Monsieur Tragus, qui a des lamas, a pris contact avec ce monsieur. Et donc ce lama se promène dans différents établissements, mais notamment des services de soins palliatifs. Et il va aussi beaucoup en EHPAD. Donc grâce au financement assuré par le CLIC, eh bien, le lama a fait son apparition au sein de l'EHPAD Sœur Rosalie. Alors, voilà, on a tourné une petite vidéo. Je ne suis pas sûre qu'elle puisse passer en totalité parce que peut-être elle est un petit peu longue. Mais vous allez avoir un aperçu de ce que peut faire le lama avec certains de nos résidents. Donc, il arrive quand même tout pomponné. Hein, il est en général tout bien propre. Il sait prendre l'ascenseur. Je vais laisser le film parler de lui-même. Vous avez vu ce qu'il a sur le museau? Il a plein de couleurs. Regardez. Comme c'est beau. Ah, il fait un câlin. Ah, c'est moi. Je l'ai décoré. Comme ça, il est tout joli. D'accord, oui. Il est réel? Ah non. C'est systématique, hein, je vous promets que, en plus, cette résidente, elle ne sort absolument pas de sa chambre. Mais alors, le lama, c'est extraordinaire.
Alors c'est dommage, il y a un petit extrait qui était vraiment extraordinaire avec une dame qui a une démence très très évoluée, qui ne rentre plus du tout en relation avec qui que ce soit. Et c'est dommage que vous n'ayez pas gardé ce petit extrait, parce que c'est vraiment beaucoup d'émotions, et cette dame, elle communique vraiment avec cet animal de manière extraordinaire. C'est vraiment... voilà, dans le petit extrait, on voit d'ailleurs le monsieur qui accompagne le lama essuyer une petite larme, parce qu'à chaque fois, c'est une redécouverte pour cette dame. Et elle a un regard qui s'illumine dès lors qu'elle le voit arriver dans la pièce. Alors le lama monte dans l'ascenseur, rentre dans certaines chambres. Il fait partie de la maison. Alors l'animateur a 3 animaux qui viennent régulièrement dans l'établissement. Mais il en a en tout, je crois, 6, et avec lesquels il travaille quotidiennement. C'est très compliqué d'avoir un planning d'intervention, parce qu'il est vraiment très très demandé. Voilà. Donc c'est une activité qu'on reconduira l'année prochaine, parce qu'on a à nouveau eu la subvention du CLIC, et on a invité les élus à se rendre compte de ce qui se passait avec les résidents, et ils sont tout à fait prêts à nous accompagner encore. Voilà. Voilà. Donc l'animatrice ne pouvait pas être avec nous, mais c'est bien dommage. Oui, merci. Bravo en tout cas pour ce beau dynamisme dans nos établissements. C'est vraiment chouette de pouvoir partager ça ensemble aujourd'hui. Donc sur des choses peut-être un petit peu plus sérieuses, on va basculer sur les perspectives donc, de l'année 2022. C'était très sérieux, c'est pas ce que je voulais dire. Mais j'avoue que le lama m'a beaucoup impressionné. Oui, il faudrait. On va basculer sur les perspectives 2022 et 2023. Et on n'aurait pas de perspective 2022-2023 sans d'abord et avant tout avoir une équipe et une équipe de direction. J'avoue avoir le plaisir, le bonheur, peut-être aussi un peu le soulagement de savoir aujourd'hui que je suis extrêmement bien entouré. Je le savais avant, mais maintenant qu'ils sont arrivés, c'est encore plus simple. Avec Michel, donc nous étions les 2 restants du comité de direction précédent. Nous avons eu la chance d'accueillir donc Pascal Delors, que vous avez peut-être tous déjà eu la chance de rencontrer. Pascal nous a rejoint début juin, fort d'une expérience de DRH dans nos métiers du sanitaire, du médico-social et dans des structures à la fois publiques et privées. Il a pu découvrir la richesse de la tâche qu'il aura à accomplir avec nous. En tout cas, on est ravis de son arrivée. À cette équipe va s'ajouter, donc vous l'avez dû l'apprendre aujourd'hui ou hier, l'arrivée de 2 personnes, une directrice du pôle sanitaire et personnes âgées, qui va donc accompagner Michel sur la fonction de directeur de pôle, mais sur son côté sanitaire et personnes âgées. Carole donc, devrait, Daoud, nous rejoindre le 30 juin. Donc Carole est docteur en pharmacie et titulaire d'un master en management de la qualité. Elle bénéficie d'une riche expérience dans le domaine du sanitaire et du médico-social sur des postes d'exploitation et de développement. Et on lui souhaite la bienvenue très bientôt. Sur donc la partie direction administrative et financière, on va également accueillir une femme. On va accueillir Aurélie Flora, qui va nous rejoindre, elle, le 4 juillet. Et Aurélie dispose, elle, d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la gestion administrative et financière, de l'audit et du contrôle de gestion, au sein d'organisations de différents secteurs tels que des fondations, des entreprises de services ou bien l'industrie. Elle aura donc la lourde tâche de faire beaucoup mieux que moi, ce qui sera simple pour elle, je pense. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de réussite et d'enthousiasme dans cette fonction. Enfin, également, le conseil d'administration et cette équipe s'est élargie avec quelqu'un qui nous connaît bien, avec notre directeur des systèmes d'information, Olivier Parège, qui nous rejoint et qui était important de venir compléter cette équipe
car nos transformations passent par les outils et c'est important d'avoir l'expertise d'un DSI méthodologique et rigoureux. Donc voilà une équipe au complet, avant tout au service de nos établissements, de nos collaborateurs. Et je vous avoue que je suis très heureux et très fier demain de pouvoir accompagner cette équipe dans toutes les nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à nous. La première chose qu'il va falloir faire, c'est d'abord et avant tout de réécrire, d'écrire une feuille de route. Je pense que une des choses qui est importante et que j'ai pu percevoir depuis mon arrivée chez Itinova, qui n'est pas si vieille que ça, puisque ça fait 22 mois, lapsus révélateur. Je ne sais pas si je tiendrai 22 ans. 22 mois. C'est d'abord et avant tout de réaffirmer la raison d'être d'Itinova. C'est important d'être fier de ce que nous sommes, des valeurs qui nous animent. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin, pour repartir dans une réelle dynamique, de réaffirmer la raison d'être d'Itinova. Alors on voit la richesse de nos établissements, de nos pôles d'activité, mais nous avons un ADN, nous avons un fil rouge qui nous anime. Et ce fil rouge, c'est important de peut-être le reposer, de le réécrire et de se le redire pour en effet pouvoir mieux parler d'Itinova. Enfin, je pense qu'il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il faut créer et renforcer notre culture d'entreprise. Alors je dis créer parce qu'elle a certainement existé, mais de par la fusion, elle est probablement à réinscrire, réécrire, et il faut l'affirmer, en tout cas aujourd'hui c'est important, pour développer quelque chose qui est essentiel dans nos métiers, la fierté d'appartenance à notre maison. Aujourd'hui, chaque collaborateur qui travaille chez Itinova doit donc savoir qu'est-ce qu'est Itinova, et ça c'est très important, et ensuite où on veut aller. Et donc ça c'est le troisième point, c'est qu'il nous faut définir ensemble, et ce mot est très important pour moi, où nous voulons aller dans les prochaines années. Et ces trois étapes-là, elles sont essentielles. Alors certes, on l'évoquera après, nos quotidiens ne nous amènent pas à venir prendre ce temps de la réflexion, mais il faut qu'on le fasse de manière à ce que l'on puisse, en effet, reconstituer, recréer, redéfinir cette culture d'entreprise, que l'on soit tous fiers d'appartenir à Itinova, et ensuite de pouvoir tous y contribuer. Et quand on aura cette appartenance, cet ADN, j'allais dire tatoué dans nos veines, eh ben, on aura encore plus de fierté à venir le matin, à être innovant comme vous l'êtes déjà, et surtout peut-être à savoir mieux parler d'Itinova, mieux défendre Itinova, et tout ça en gardant la richesse de vos établissements, la richesse de vos activités dans nos territoires. Et donc, nous avons pour tout ça un temps certainement court déjà pour réécrire tout ça et un temps peut-être un peu plus long pour écrire notre feuille de route. En tout cas, j'espère que lors de la réunion des directeurs en septembre 2022, nous pourrons partager cette vision et cette macro feuille de route. Il est évident que nous travaillerons avec une méthode, nous travaillerons cette réécriture dans une méthode et nous serons accompagnés. Le conseil d'administration y participera, les administrateurs, bien évidemment, y seront donc intégrés, le comité de direction nouvellement constitué, l'ensemble des directeurs. Et nous avons échangé pas plus tard que tout à l'heure sur cette future ambition de réécrire cette stratégie, cette feuille de route, cette vision ensemble. Et je vous en reparlerai très bientôt. Mais l'ambition, c'est qu'en septembre, quand on se retrouvera tous les directeurs ensemble, on ait posé à nouveau une première étape sur qui nous sommes et où nous voulons aller. Et tout ça, on le écrira bien évidemment tous ensemble. Et j'aurai le temps de revenir vers vous longuement sur cette partie. Alors oui, c'est important de savoir tout ça, mais c'est sûr que dans nos enjeux aujourd'hui et quotidiens, on se pose la question de savoir est-ce que c'est prioritaire. À mon sens, ça l'est, mais il faut pour autant savoir répondre aux enjeux opérationnels immédiats que vous avez tous et que vous vivez tous dans vos établissements, qui sont importants et pour lesquels il faut malgré tout que nous nous posions et que nous avancions. Ces enjeux opérationnels immédiats sont bien évidemment de répondre aux besoins de personnel dans nos établissements.
il nous faut travailler à fidéliser, attirer, former et donc motiver nos collaborateurs. Et je suis intimement persuadé que le travail qu'on aura fait en amont sur qui nous sommes, sur notre vision, contribuera également à cette réponse sur les besoins de personnel dans nos établissements. Nos collaborateurs, notre président nous l'a dit tout à l'heure, c'est la richesse de nos établissements. Il est essentiel d'avoir une véritable politique à leur égard et nous devons donc du coup la travailler tous ensemble. Deuxième priorité, dans nos enjeux opérationnels immédiats, pourrait être le développement de la qualité de nos services rendus à nos publics accueillis et à leurs familles. Il est certain que quand on sort de 2 ans de crise, 2 ans où on a été dans des difficultés opérationnelles quotidiennes, on n'a pas forcément tout le temps de se reposer sur nos bonnes pratiques. On le voit qu'on arrive à être innovant, on voit qu'on arrive à s'adapter, mais est-ce que l'on a pris suffisamment le temps de partager ensemble voilà, toute la qualité qui doit être au cœur de notre quotidien dans nos établissements. Et donc ce sujet de la qualité, au-delà de l'aspect réglementaire, au-delà de l'aspect contrôle, doit être véritablement une de nos priorités à tous. Un troisième enjeu opérationnel, et certains le vivent de manière très concrète, c'est la rénovation de nos établissements. Dans une logique de développement que l'on doit avoir de nos projets dans nos établissements, mais aussi dans une logique de structuration immobilière de l'association. On l'a évoqué tout à l'heure avec la constitution, avec l'ISSV de cette première SCI. On souhaite aller vers un modèle de foncière où, entre l'ISSV et Itinova, ces 2 associations cousines, finalement, doivent œuvrer ensemble à apporter à nos établissements un parc immobilier adapté aux services que l'on doit rendre aujourd'hui, mais aussi demain. Et donc, il y a énormément d'enjeux sur cette partie-là. On a lancé beaucoup d'études de faisabilité ces derniers mois. Il faut maintenant qu'on avance dans nos projets immobiliers de manière à les concrétiser. On peut en citer quelques-uns. Le CEM Gormand, Henri Gormand, qui depuis plusieurs années s'était délocalisé au Vinatier, où une nouvelle construction à Dessines va avoir lieu très bientôt, avec une livraison et un permis de construire qui pourra être déposé dans les prochaines semaines, et une livraison en septembre 2024, avec un internat peut-être. Il y a également sur le Var le CHRS et le SIAO à Toulon qui sont en pleine réhabilitation des villas Les Lauriers Roses. Donc le PC est en cours d'instruction, si on est toujours d'actualité. Sur la partie des EHPAD, on a également de nombreuses rénovations qui doivent voir le jour, à l'image du Bon Repos à Belay, avec une reprise des études d'extension et de restructuration sur place, donc avec un projet qui sera en tiroir, qui va s'étaler sur plusieurs années, mais qui va permettre à la fois de rénover l'établissement, mais aussi de l'agrandir. On a également l'établissement de l'EHPAD de la Roseraie à Auch, où une nouvelle construction est attendue rapidement avec un soutien qu'on a déjà obtenu de l'ARS et qu'il faut que maintenant qu'on aboutisse. On a également la rénovation de Notre-Dame-des-Roches à Anjou. Donc c'est un établissement qui nous a rejoint l'année dernière et qui a un besoin important de rénovation. Et enfin, on l'a déjà évoqué, le SSR de l'Angélus, qui est quand même un très beau programme avec une nouvelle construction à côté donc, de l'hôpital européen. Tout ceci est vraiment essentiel, à savoir disposer d'un outil immobilier pour que l'on puisse continuer à rendre notre service. Et enfin, le dernier, qui me semble être aussi également très important, c'est développer et renforcer nos pratiques professionnelles communes. Je crois que aujourd'hui, on a aussi besoin, tous ensemble, de savoir pourquoi est-ce que l'on travaille. Par exemple, dans la relation siège-établissement, il est essentiel aujourd'hui de comprendre que nous, siège, nous sommes au service des établissements, au service pour vous apporter véritablement un accompagnement de manière à ce que vos quotidiens dans les établissements soient facilités, simplifiés, sécurisés et que vous puissiez vous concentrer sur le service que vous apportez à vos publics. C'est aujourd'hui
la façon dont on doit repenser notre relation entre le siège et les établissements, mais aussi entre les établissements, créer de la transversalité, travailler ensemble. Et ça, ce sont des choses aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir les remettre au devant de nos pratiques, apprendre à travailler tous ensemble avec des choses parfois simples qui sont l'écoute, la confiance, mais aussi l'enthousiasme. Je crois qu'il en faut. Et donc, en tout cas, on a vu qu'il y en avait beaucoup. Et tout ça est important aussi de savoir remettre en avant le positif, à l'image de ce qui a été fait dans les présentations dans les établissements. Il se passe de belles choses dans nos établissements. Il y a de la compétence, il y a de l'envie. Il faut savoir le dire, il faut savoir l'accompagner. Et en tout cas, je souhaite qu'on travaille dans cette façon de faire, avec bien évidemment rigueur. Ça voudra dire qu'il faudra qu'on adapte aussi parfois nos process pour pouvoir être plus efficients. Voilà sur la partie des enjeux opérationnels. Donc du coup, je vais appeler peut-être Yann et Monsieur Dupoyer. Nous n'allons pas prolonger de trop les propos. Simplement, après les paroles, les propos que vous avez tenus, il me semble important de vous remémorer, de nous remémorer, en fait, ce qui a orienté nos choix dans les outils de communication que nous avions retenus, à partir de l'appellation Itinova et puis du logo, pour symboliser l'existence de notre groupe associatif et incarner l'esprit Itinova que nous souhaitons partager entre tous. Donc je vais laisser la parole à notre grand communicant, sous le regard attentif d'un expert que nous venons tout juste d'accueillir dans notre conseil d'administration aujourd'hui. Voilà, Xavier, bienvenue au club. Allez, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur Général. Encore un moment d'émotion parce que j'étais sur cette scène il y a 3 ans pour vous présenter le nom, le logo, le premier film corporate. Et là, quelqu'un m'a salué tout à l'heure en me disant « Bonjour, Monsieur Communication ». Qui m'a dit ça tout à l'heure? Bonjour, Monsieur Communication. Eh bien, avant de vous présenter ce que j'ai à vous présenter, je vais vous dire que Itinova, c'est finalement un petit peu plus pour moi que de la communication. Parce qu'après le projet passionnant qu'on a lancé autour du nom et de l'identité, quasi la même année, ma grand-mère est rentrée dans un établissement Itinova, à l'établissement Sainte-Catherine-Labouré à Toulon. Elle est rentrée dans l'établissement à 103 ans. Et en fait, c'est devenu un sujet pour moi. C'est le sujet de l'accompagnement de la personne jusqu'à la fin de vie, un sujet dont nous avions déjà parlé, Monsieur Dupoyer. Le sujet du grand âge et de ce que ça renvoie quand on a 50 ans et qu'on a sa grand-mère, qu'on a 103. Et voilà. Et aussi le sujet de l'engagement des équipes que j'ai pu voir à chaque visite. Alors, elle était à Toulon, moi j'étais à Paris. Évidemment, j'y allais pas tous les jours. Mais à chaque fois j'y allais, j'étais accueilli comme un membre de la famille. Je voyais les soins au quotidien, je comprenais la difficulté du métier. J'ai traversé aussi la phase confinement, la libération après le premier confinement, j'y suis allé, etc. J'y suis allé plusieurs fois. Et cette année, bizarrement, voilà, elle est décédée le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Je me suis dit, bon, Itinova, c'est peut-être une histoire qui se termine. Eh bien non, je suis encore là, de nouveau là, et je suis content d'être là avec vous, parce qu'on poursuit le chemin, on va fêter le centenaire l'année prochaine. Et je trouvais important de vous raconter, alors les salariés du siège que j'ai rencontrés la semaine dernière ne connaissaient pas une partie de l'histoire, donc je vais vous raconter pourquoi Itinova, je vais vous raconter pourquoi le chemin, pourquoi le film, pourquoi toutes ces choses. Je ne sais pas pourquoi je me retourne, mais c'est juste en face. Alors d'abord la personne. Bon, on en a parlé, tout le monde le sait. C'est la personne qui a nourri le projet, la création de l'identité. Et la personne, c'est la personne avec son histoire, son parcours, ses fragilités, ses vulnérabilités, son évolution en âge. Et puis, c'est aussi la personne avec les personnes qui l'accompagnent au sein de l'établissement Itinova et la famille et les aidants. Et la personne dans le logo, je ne sais pas si vous le savez, c'est le trait central. Vous avez 3 traits de couleur.
Et vous avez au milieu un trait, et le trait central, c'est la personne qui est accompagnée. Et de chaque côté, vous avez 2 autres traits, la personne qui symbolise les personnels d'Itinova qui accompagnent la personne vulnérable, et de l'autre côté, l'autre groupe de personnes, la famille et les aidants qui accompagnent la personne vulnérable. Donc vous avez en fait 3 traits qui symbolisent un ensemble de personnes qui sont sur un chemin, et c'est le tracé de ces traits qui fait le chemin. Voilà, je sais que ce n'était pas forcément évident, mais il fallait vous l'expliquer. Le chemin, le chemin, c'est facile. Et ce n'est pas le chemin professionnel et le chemin personnel, comme on se disait tout à l'heure, Monsieur Dupoyer, c'est bien le chemin de vie. Parce que dans un chemin de vie, il y a la partie personnelle, la partie professionnelle. Le chemin de vie, voilà, la vie, c'est haut, c'est bas, c'est passage facile, c'est tournant, c'est difficultés. Voilà, et puis il y a toujours des personnes pour accompagner, pour soutenir, pour aider la personne à se redresser. Voilà ce qu'on voulait raconter avec le chemin. Enfin, moi, il y a ce que j'ai senti quand j'ai travaillé, parce que la création du logo, c'est quand même un projet qui a pris 2 ans et demi. On a travaillé avec les directeurs d'établissement, on a travaillé avec les personnels du siège, on a embarqué les parties prenantes institutionnelles en les interrogeant sur le logo, etc. Donc ça a été une véritable aventure. Donc une véritable aventure avec les équipes en interne. Et là, vous avez confirmé que, quelles que soient les difficultés, vous maintenez le cap et vous vous arrangez pour que le bateau continue à avancer le plus loin possible. Et dans les énergies, vous avez aussi ce que moi j'ai appelé les énergies collectives externes, c'est-à-dire toutes celles qui vous soutiennent, qui vous apprécient. J'ai en particulier en tête un moment où j'avais travaillé avec les salariés du siège en demandant de raconter les forces de l'établissement, et les équipes du siège n'allaient pas très bien à ce moment-là. Et donc elles m'ont raconté tout un tas de choses horribles. Donc moi j'étais en train de noter au tableau les choses horribles, et puis à un moment je regarde le tableau et je leur dis mais vous savez, moi je vais rien pouvoir faire de tous ces éléments, c'est pas de la communication les choses horribles que vous me racontez. Et j'ai fini par lire les témoignages des acteurs institutionnels, les gens de l'ARS, les gens du département, etc. Tous les beaux témoignages que j'avais recueillis par téléphone, et j'ai lu pendant un quart d'heure ce qui avait été dit par les partenaires extérieurs. Et ben je peux vous assurer que ça a redonné du baume au cœur aux équipes. Donc voilà, la personne, le chemin, énergie collective interne, énergie collective externe, ça nous a donné naissance à un nouveau nom, un nouveau logo, une nouvelle identité sonore. Alors là, je vais vous proposer quelque chose d'immersif, comme tout à l'heure. Vous fermez les yeux, alors il y a ceux qui connaissent la musique, qui l'ont déjà écouté, etc. Vous fermez les yeux, vous écoutez le thème musical pendant 1 minute, et vous allez reconnaître une personne qui marche sur le chemin de la vie. À un moment donné, la musique se brise, il y a une fêlure, il y a une blessure. Mais évidemment, il y a des équipes qui sont là pour soutenir. C'est des voix féminines plutôt de cœur qui accompagnent la personne. La personne reprend son chemin et le chemin se termine quelque part, on ne sait pas où, dans les étoiles, sans doute. Je vous invite à écouter. Les yeux fermés, c'est plus facile. Voilà, c'est pas facile en communication de faire des choses qui ont du sens, mais avec Itinova, c'était plutôt simple d'aller chercher de ce sens et d'essayer de le traduire en musique ou en graphisme avec un nom. Un chemin pour chacun. Alors on aurait pu faire Cheminova, mais c'était moins joli. Itinova, c'est bien sûr c'est l'itinéraire, c'est ça le chemin. Nova, c'est l'étoile, mais c'est aussi la valeur d'innovation que vous défendez beaucoup dans la pratique de votre métier. Et on a fait un film que vous connaissez. Les données n'ont pas été actualisées parce qu'on n'a pas pu faire les corrections nous encore. Avance sur son propre chemin de vie.
Parce que chaque personne est unique et mérite d'être considérée comme telle, quel que soit son âge, son parcours, sa situation ou ses besoins. Et parce que certaines personnes en situation de handicap, de précarité, d'exclusion ou de dépendance sont plus vulnérables que d'autres. Itinova est un groupe sanitaire, social et médico-social à but non lucratif au service de la personne. Et cette personne est notre priorité, c'est le cœur de notre projet associatif. Dans les établissements d'Itinova, nous nous engageons à prendre soin de chaque personne accueillie en restant attentifs à ses besoins, en la considérant avec respect et en la traitant avec bienveillance. Grâce à notre organisation en pôle d'activité, nous pouvons accueillir et accompagner les personnes en répondant à toutes les attentes de l'enfance au grand âge. Personnes âgées, handicap enfant, protection de l'enfance, handicap adulte, précarité, sanitaire. Présents sur une large partie du territoire, nous veillons aussi à organiser, professionnaliser et fédérer l'ensemble de nos établissements, tout en travaillant en partenariat avec l'État, les collectivités locales et les autres intervenants du secteur. Fort des valeurs qui nous animent depuis plus de 100 ans, notre différence, c'est notre engagement. Accompagner chacun sur son chemin. Voilà, je peux déjà vous annoncer qu'on va travailler sur un autre film, un film institutionnel corporate, et ce sera l'occasion de venir vous voir dans les établissements et de valoriser l'ensemble des métiers dans un autre registre qu'un film dessiné, mais ça fera un autre travail de communication pour les 100 ans. Merci Yann. Voilà, ça permet de recadrer le message que nous voulons délivrer à travers ces symboles de logo, de musique. Avant de vous inviter à passer et à nous retrouver autour du buffet, je voudrais marquer le départ de Pascal Leflemme. Il est où Pascal? Voilà. Il est bien s'approcher. Mon cher Pascal, vous avez quitté notre association le 31 janvier. J'allais dire sur la pointe des pieds, dans une période encore marquée par la crise sanitaire. Et nous tenions aujourd'hui à pouvoir vous marquer toute notre reconnaissance, vous exprimer nos vifs remerciements pour les quelques 37 ans et 3 mois. Et 7 mois, ah oui, 7 mois. Passé au sein de notre association. Voilà. Après des études juridiques et une formation à l'école de santé publique de Rennes, vous avez commencé un début de carrière en tant qu'inspecteur à la DAS de Côte d'Or, avant de rejoindre Santé et Bien-être le 28 mai 1984, pour être précis, pour y prendre à 28 ans la direction de ce qui s'appelait alors la maison de retraite de Bourbon-l'Archambault. Puis, en juillet 1996, celle de l'EHPAD des Marches. Comme je l'ai appris, gardien de but aguerri. Vous avez su allier les valeurs sportives et professionnelles qui vous animaient, telles que vous aimiez à le souligner, la solidarité, le goût de l'effort et le dépassement de soi. J'ajouterai pour ma part la patience et la persévérance. Car ce record absolu de longévité de 37 ans et 7 mois, passé au sein de notre organisme, vous en assurez une autre longévité, celui de 7 ans de travaux, après 3 années d'études préalables, réalisées en 4 tranches successives de démolition, reconstruction, réaménagement sur site occupé, un exploit de plus, dont vous pouvez, avec l'ensemble de vos collaborateurs, être légitimement fiers et qui fait du château des Marches, cet établissement de 93 places, l'un des fleurons de notre association.
Mais au-delà de cet imposant programme immobilier qui a retenu toute notre attention, toute votre attention, et qui a retenu notre attention, c'est notre souci d'améliorer en permanence tout à la fois le bien-être, c'est votre souci d'améliorer tout à la fois en permanence le bien-être de vos résidents et celui de vos collaborateurs. Enrichissant par votre expérience, vos connaissances et compétences, la réflexion qui alimentait les évolutions de notre association, vous avez su également la représenter avec panache à l'extérieur, notamment dans le cadre de la présidence des directeurs d'établissement de Savoie que vous avez assuré pendant plusieurs années. Un grand merci donc pour cette vie donnée au service des personnes qui vous ont été confiées. Et puisque Seigneur des Marches vous avez été, en votre domaine, vous aviez également profité des quelques arpents de vignes profitables au château. Nous allons donc vous remettre quelques échantillons de bons crus qui vont vous permettre de vous accompagner dans ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous, qui est la continuité du chemin, on est bien d'accord, qui était le vôtre, dans les jours heureux d'une retraite bien méritée. Merci Pascal. Avec plaisir. Je ne sais pas combien de temps vous m'accordez, je pense que c'est peut-être un petit peu long. Vous verrez quand la salle commencera à se vider. Bien. Non, on va tous se donner après rendez-vous pour arroser votre... Alors, pas pour célébrer votre départ. Mais... Merci. Oui, parce que le flemme, c'est d'origine bretonne et ça ne veut pas dire la flemme, mais le dard, l'aiguillon, par extension, quelqu'un qui parle beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Tanguy, de me permettre d'évacuer la légère frustration qui a été la mienne de ne pas pouvoir vous dire au revoir et merci correctement, malgré tous les efforts déployés par Sabrina pour me faire un magnifique carton d'invitation. Plus de 360 personnes étaient conviées à la salle Montgrabel, la salle polyvalente de la commune, pour vous accueillir les résidents, enfin les personnes accompagnées, toutes les familles, les anciennes familles, les salariés, les anciens salariés, les partenaires, les politiques, enfin tous les gens avec qui nous sommes amenés à travailler. Et puis il a fallu déchirer le carton et puis partir, comme vous le disiez, sur la pointe des pieds. C'est pas mon habitude, mais ça c'est une expérience parmi d'autres et ça m'a appris un peu l'humilité. Merci en tout cas de me permettre de le faire aujourd'hui devant vous, de le relayer auprès de ceux qui ne sont pas là. Moi, je souhaitais surtout remercier tous les gens qui m'ont accompagné, qui m'ont accueilli, et avant tout, et par-dessus tout, les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, qui ont beaucoup marqué mes premiers pas dans l'institution santé bien-être à l'époque. Donc, effectivement, quand jeune inspecteur à la DAS de Dijon, j'ai croisé M. Gautron et qui m'a confié la direction de la maison Saint-Joseph à Bourbon. J'avais effectivement pas 28 ans et je remplaçais une sœur qui était à la fois directrice, infirmière et supérieure. Voilà le passé de notre institution. Et il a fallu 3 personnes pour les remplacer. Et parmi les 68 résidents, il y avait 36 sœurs, donc forcément un quotidien très particulier, extrêmement chaleureux. Elles m'ont beaucoup appris au niveau de l'accompagnement de la personne, de l'ouverture aux autres, du don de soi et voilà, de l'accueil du plus pauvre. Et donc ça m'a poursuivi puisqu'arrivé 12 ans plus tard en Savoie, il y avait aussi 36 sœurs. Donc je suis le premier à regretter leur départ et le fait qu'elles ne soient plus là parce que c'était vraiment une époque bénie dans tous les sens du terme. Et je voulais absolument qu'elles soient en première place dans mes remerciements parce que voilà. Oui, donc arrivé à Bourbon en 84, je remplaçais Sœur Henriette qui m'a dit, moi je reste 3 semaines avec vous, on avait un petit écart d'âge. Elle m'a dit, voilà, je reste 3 semaines avec vous et puis je vous laisse la place pour vous laisser le terrain libre. J'ai trouvé ça d'une classe extraordinaire. Voilà, beaucoup de leçons reçues voilà, qui m'ont beaucoup aidé pour la suite.
Donc moi je voulais aussi dire que parmi ses sœurs, évidemment, une d'entre elles m'a marqué particulièrement puisque j'ai eu la chance de croiser sœur André Randon qui a passé 32 ans au foyer Notre-Dame des Marches et qui est partie à 106 ans et qui est maintenant doyenne de l'humanité. Je suis passé encore la voir. Merci David de m'avoir si bien accueilli. Je suis passé la voir il y a quelques semaines et je lui amène toujours un petit bonjour de la Savoie auquel elle est sensible. Voilà, je voulais avoir une pensée pour le Dr Jackson, qui est le président emblématique, fondateur de l'association et qui m'a si bien accueilli. Et puis les 4 directeurs généraux, en la personne de M. Gautron, qui est décédé récemment, de M. Dorel, de M. Soriou et de M. Esmiller. 4 personnes très différentes les unes des autres, avec lesquelles il a fallu composer. Je les remercie toutes de m'avoir laissé l'autonomie dont j'avais besoin pour m'exprimer. Et puis le soutien indéfectible. Et voilà, je voulais remercier aussi tous les gens du siège, ceux qui sont là, ceux qui ne sont plus là, pour ce qu'ils apportent à notre secteur. Je voulais juste vous dire que le secteur associatif, c'est la bonne place pour innover, pour voilà, nos collègues du secteur public, vous faisiez allusion à la présidence de l'association de directeurs de la Savoie, pour lequel j'ai effectivement reçu le trophée pour la solidarité devant 3700 personnes. Mes collègues du public se plaignent souvent d'un poids politique qui est plus ou moins présent, mais le maire est souvent président du conseil d'administration, donc ça peut avoir des incidences. Je vous passe l'actualité du moment. Et nos collègues du secteur commercial, je ne développerai pas, mais surtout ne partons pas dans cette direction-là, comme nous voyons actuellement les dérives qui sont celles de ce secteur-là. Donc restons bien à notre place, qui est le secteur de l'associatif. On sait innover, on va vite, on va loin. Enfin, c'était vraiment un endroit dans lequel moi je me suis bien senti. C'est un métier qui m'a vraiment passionné par ses différentes composantes, celle d'accueillir des personnes qui ne veulent pas forcément venir. Hein, j'en parlais avec monsieur tout à l'heure. Voilà, les EHPAD sont remplis de personnes qui voudraient toutes être ailleurs. Ailleurs, vous l'analysez comme vous voulez, mais c'est un peu comme ça qu'il nous est amené de travailler. Les familles, dans leurs grosses difficultés sociologiques et psychologiques, hein, qui est celle de voir ses parents souffrir et s'en aller. Et puis, je tiens vraiment à dire un mot sur ce qui est amené, le rôle de chef d'entreprise que nous avons, le chef d'entreprise de l'économie sociale, qui nous est donné de jouer à travers le recrutement des personnels. C'est vraiment le rouage essentiel sur lequel, bien sûr, nous devons nous appuyer pour permettre aux services d'être au niveau que nous souhaitons. Et on se retrouve très jeune avec ce pouvoir, mais le mot ne plaira pas à tout le monde, mais vous le prendrez comme vous voudrez, de recruter ou de ne pas recruter. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément préparé. Et c'est fondamental. Les résidents, les familles, ma foi, elles se présentent et puis elles rentrent ou elles ne rentrent pas. Les salariés, je parle d'une époque où quand il y avait un poste d'infirmière, il y avait 4 candidates. Hein, c'est plus le cas pour vous, mais ça, c'est parce que vous êtes moins bon. Du coup, à l'époque, il y avait 4 infirmières et on pouvait choisir. Et vraiment, ce moment où il fallait faire le choix, je trouvais que on se retrouve seul devant cette décision-là. Et c'est là qu'il faut choisir la bonne personne pour être sûr que ce soit elle qui va nous aider à monter le projet et à nous aider dans une philosophie que j'ai beaucoup appréciée et vous m'avez laissé la mener en grande partie. C'est la philosophie de l'humanitude, donc cette méthode de soins, cette approche non médicamenteuse par laquelle les salariés peuvent vraiment exprimer toute leur humanité et apporter aux résidents le meilleur bien-être possible. J'ai beaucoup aimé cette approche et le Covid nous a empêchés, comme il m'a empêché de vous dire au revoir comme il faut, il nous a également empêché d'avoir ce fameux label de bientraitance qui est le seul label de bientraitance actuellement en France et j'aurais été très honoré d'être le premier chez Itinova à vous l'apporter, mais on laissera ça aux successeurs. Voilà, je voulais aussi avoir une pensée pour mes collègues directeurs que j'ai croisés, accueillis, je pense, les uns après les autres, dans des conditions que nous ne développerons pas. Je pense que nous avons tous des bons souvenirs de nos synergies et colloques ensemble. Et je pense à ceux qui sont là, et je pense à tous ceux qui ne sont pas là pour des raisons diverses, ceux qui nous ont quittés et ceux qui n'ont pas eu la chance de finir leur parcours parmi nous. Voilà, je pourrais parler pendant longtemps, mais je ne veux pas trop vous retarder. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Un grand merci Pascal pour ces mots et puis pour toutes ces années passées. Vous aurez toujours votre place à Itinova. Voilà.
Voilà, Vous merci. avez bien choisi, je suis très amateur. Oui, mais j'avais cru comprendre, oui. J'avais cru comprendre déjà, rien que de la façon dont vous surveillez les récoltes, les vignes du château des Marches. Voilà. Bon. Donc, écoutez, joyeuse retraite. Et puis, on va prolonger notre rencontre de façon amicale autour du buffet qui nous attend. Voilà. Merci à tous et à toutes.